ma belle-mère a dit à mon père que j'avais échoué à mes examens de médecine et abandonné la famille. 8 ans plus tard. Je suis entré dans sa chambre d'hôpital en tant que chef du service de chirurgie. Ses papiers de sortie à la main. La perfusion collée au dos de sa main s'était décollée dans un coin. Le ruban adhésif s'enroulant sur lui-même, et mes doigts me démangeaient de le recoller. Avant même d'avoir réalisé à qui appartenait cette main. Chambre 412, 9h52, deuxième jour post-opératoire, suite à un remplacement de la valve aortique. J'avais lu le dossier 3 fois avant de me permettre de monter. Nom, Ranata Ashworth, 61 ans. Stable, mais signalé pour un rythme que personne à l'étage n'avait encore pleinement expliqué. Il n'y a pas beaucoup de Ranata Ashworth dans une ville de cette taille, et j'avais su. Dès la première lecture, exactement de laquelle il s'agissait. Je me suis dit qu'un chef de service n'a pas besoin de faire la tournée des patients. J'aurais pu signer les documents depuis un bureau au 9e étage. Sans jamais la laisser revoir mon visage. J'y suis quand même allé, car apparemment. Certaines décisions sont prises par une partie de vous qui a cessé de suivre les instructions du reste de votre être depuis bien longtemps. Ce que j'ignorais encore, debout devant cette porte, mon badge se réchauffant dans mon poing fermé. C'est que l'homme assis près de son lit, un livre de poche ouvert sur les genoux, était sur le point de lever les yeux vers moi et, pendant une seconde entière, de ne pas reconnaître son propre fils. Cela faisait alors 4 ans que j'étais chef du service de chirurgie à l'hôpital général Saint-Aldi. Le genre de travail qui planifie des revues de cas complètes à 6 heures du matin. Des réunions de titulaires qui se prolongeaient jusqu'au déjeuner. Le bourdonnement particulier d'un hôpital qui ne devient jamais vraiment silencieux, mais change simplement de tonalité pendant la nuit. La fenêtre de mon bureau donnait sur le parking. Et non sur la rivière que tout le monde supposait venir avec le titre. Et j'avais une machine à café que je n'avais jamais nettoyée correctement. Et un dessin que Milo avait fait en première année. Un chirurgien en bonhomme allumette, affublé d'une énorme cape, avec la légende. Papa répare les cœurs. Scotché de travers sur le côté de mon écran. Là où je le voyais chaque fois que je levais les yeux d'un dossier. Freya, ma femme, dirigeait un cabinet d'architecture de taille moyenne à 2 rues de là. Et avait appris, au cours de nos 9 ans de mariage, à m'envoyer des photos du dîner par texto. Au lieu d'attendre que je rentre à temps pour en manger. Nous nous sommes mariés un mardi après-midi au palais de justice. Avec 4 amis comme témoins et un sac de plats à emporter qui attendait dans la voiture. Car au moment où j'ai fait ma demande, j'avais déjà passé une décennie à apprendre quelles familles se présentent vraiment. Et lesquelles disent simplement qu'elles le feront. Milo avait 7 ans, il lui manquait ses 2 dents de devant. Et il était obsédé par un jeu vidéo de construction de pont que personne d'autre dans la maison ne comprenait. À part lui. Notre chat, un rescapé borgne nommé Gouda que Milo avait baptisé lui-même, dormait sur le routeur chaque nuit. Pour des raisons que personne d'entre nous n'avait jamais élucidées. Et j'avais toujours un aimant de menu à emporter d'un restaurant thaïlandais. Qui avait fermé il y a 4 ans, collé de travers sur le frigo. Parce que personne dans la maison n'avait jamais pris le temps de le jeter. Ce que presque personne à Saint-Aldi ne savait, ce dont je m'étais assuré. De cette manière spécifique et laborieuse dont on s'assure des choses que l'on a passé la moitié de sa vie d'adulte à ne pas expliquer, c'était que j'avais un père. À 40 minutes de l'autre côté de la ville, qui n'avait aucune idée que j'étais marié. Aucune idée qu'il avait un petit-fils. Aucune idée que j'étais devenu médecin titulaire à 31 ans ou chef de service à 36 ans. Le plus jeune dans les 91 ans d'histoire de l'hôpital. Pour autant que Walter Marsh le sache, son fils avait abandonné ses études de médecine il y a 8 ans. Et avait eu trop honte pour appeler. Ranata avait épousé mon père au printemps de mes 14 ans. 18 mois après que ma mère soit morte d'un anévrisme si soudain que le rapport d'autopsie utilisait le mot « instantané ». Comme si c'était censé aider. Elle est arrivée avec un camion de déménagement rempli de meubles de bon goût. Et un rire qui emplissait n'importe quelle pièce où elle se trouvait. Et pendant environ 1 an, j'ai sincèrement cru que j'avais eu de la chance. Elle a appris à faire le poulet au paprika de ma mère. À partir d'une fiche de recette qu'elle avait trouvée dans un tiroir de la cuisine. Elle a versé de vraies larmes à ma remise de diplôme de 8e année.
Elle a commencé à dire, mon garçon, en quelques mois, devant quiconque voulait bien l'entendre. Comme si elle l'avait dit toute sa vie. La première chose que j'ai remarquée, et dont je me suis dit que ce n'était rien, était assez petite pour n'être rien. Elle a commencé à répondre au téléphone de la maison avant que je ne puisse l'atteindre. À chaque fois, même depuis une autre pièce. J'ai juste une bonne oui, a-t-elle dit une fois, en riant. Quand je lui ai demandé comment elle faisait pour toujours me devancer. Je l'ai cru. J'avais 14 ans, ma mère était morte depuis 11 mois. Et j'avais désespérément besoin que quelqu'un dans cette maison soit encore doux avec moi. La deuxième chose, c'était les cartes d'anniversaire. La sœur aînée de ma mère, ma tante Elsa, en envoyait une chaque année avec de l'argent liquide plié à l'intérieur. 20$, parfois 40$. Et au moment de mes 16 ans, elles avaient commencé à arriver en retard, déjà ouvertes. Refermées avec du ruban adhésif qui ne correspondait pas tout à fait à la jointure d'origine. J'en ai parlé une fois à mon père à la table de la cuisine, le paprika mijotant encore sur le feu. Il a dit que Ranata ramenait probablement le courrier avant lui la plupart du temps. Que j'interprétais trop le travail de collage maladroit d'une vieille femme. J'ai laissé tomber. Parce que l'alternative que quelqu'un dans ma propre maison ouvre des choses qui m'étaient adressées me semblait trop lourde à porter à 16 ans. Il y avait aussi, cette même année, la boîte de bijoux de ma mère, qui a discrètement cessé d'être rangée dans l'ancienne commode de ma mère, pour se retrouver, sans explication, dans un tiroir fermé à clé du placard de Ranata. J'ai posé la question à ce sujet aussi, une fois. C'est plus en sécurité là, a-t-elle dit, avec un sourire. Et j'ai laissé tomber cela aussi. De la même manière qu'on laisse tomber une centaine de petites choses. Parce que s'attarder sur l'une d'entre elles semble disproportionné par rapport à son poids réel. La preuve la plus claire est venue l'hiver de mes 15 ans. Quand je suis tombé du toit d'un voisin en essayant de récupérer un ballon de football. Et que j'ai mal atterri sur mon poignet gauche. La douleur était de cette nature spécifique et nauséeuse qui m'a dit, même à 15 ans, que quelque chose était réellement cassé, pas seulement contusionné. Ranata m'a conduit elle-même aux urgences, et dans la salle d'attente. Devant l'infirmière de triage, elle a été extraordinaire, prévenante, chaleureuse. Me frottant le dos et disant à l'infirmière que j'étais un vrai dur. Le genre de belle-mère que n'importe qui, en la voyant, aurait souhaité pour son propre enfant. À la seconde où nous avons été seuls dans le box d'examen, en attendant les radiographies. Sa voix est devenue plus plate. Ton père a une visite de chantier ce soir qu'il ne peut pas manquer, a-t-elle dit, en consultant son téléphone au lieu de me regarder. N'en faisons pas toute une histoire quand il rentrera. Il a déjà assez de soucis comme ça. J'ai hoché la tête, parce que j'avais 15 ans et que j'avais mal. Et il avait déjà commencé à me paraître normal de me faire plus petit, pour ne déranger personne. La fracture s'est avérée être une fracture nette du radius. Et le résident qui l'a annoncé, un homme d'une trentaine d'années a l'air fatigué. Avec une tache de café sur sa blouse. A été le premier adulte de toute la soirée à me poser une question directe. Et à attendre la vraie réponse, au lieu de savoir déjà ce qu'il voulait entendre. Il m'a expliqué la radiographie comme si j'étais capable de la comprendre. Il m'a détaillé exactement ce qu'un plâtre me permettrait et ne me permettrait pas de faire pendant 6 semaines. Et m'a dit, presque en aparté pendant qu'il travaillait, que c'était normal d'avoir peur d'une chose normale. Je ne me souviens plus de son nom. J'ai essayé de m'en souvenir plus d'une fois au cours des années qui ont suivi. De la même manière qu'on essaie de se souvenir du nom de quelqu'un qui, accidentellement, a mis en mouvement tout le reste de votre vie. Ce dont je me souviens, c'est que j'ai décidé, quelque part dans ce box d'examen, mon bras s'engourdissant sous un plâtre frais, que je voulais être la personne dans la pièce qui posait la question. Et qui attendait la vraie réponse. Ce soir-là, Ranata a dit à mon père que j'avais fait une petite chute, et que tout allait bien. Et au moment où il est rentré de sa visite de chantier, toute l'affaire avait déjà été réduite à quelque chose d'assez petit pour ne pas nécessiter son attention. Au moment où je suis parti pour l'université, le schéma avait une forme que je pouvais presque prédire, avant même de pouvoir le nommer.
À ma remise de diplôme du lycée. Quand ils ont lu mon nom sur la liste des étudiants se dirigeant vers un programme BSMD de 7 ans. Ranata a applaudi plus fort que n'importe qui dans le gymnase, et a dit à mon père. Assez fort pour que la rangée derrière nous l'entende. Qu'elle avait toujours su que j'en étais capable. 6 mots qui ont effacé chaque séance d'études solitaire. Où elle n'avait jamais frappé à ma porte pour prendre de mes nouvelles. À Thanksgiving, lors de ma 2e année. Elle a dit à l'associé de mon père de marche chauffage et climatisation que je trouvais mes marques en pré-médecine. Une phrase qui faisait passer une moyenne de 3,9 pour celle d'un gamin qui hésitait encore entre 2 spécialités. Je l'ai corrigé une fois, doucement, par-dessus la sauce au canneberge. Elle a ri, m'a serré la main, a dit, modeste comme toujours. Et a orienté la conversation sur autre chose. Avant que j'aie fini ma phrase, je me suis dit que ce n'était pas de la méchanceté. Je me suis dit qu'elle ne comprenait tout simplement pas la différence entre la pré-médecine et la modestie. J'avais 20 ans. Et une partie têtue de moi voulait encore qu'elle soit la personne qu'elle jouait être au dîner. L'été suivant, de retour à la maison pour 2 semaines entre les semestres. Je l'ai entendue au téléphone avec sa propre sœur dans la pièce d'à côté. Sa voix était basse, d'une manière qui n'était pas tout à fait assez basse. Il est si sérieux tout le temps, disait-elle avec un petit rire entremêlé, comme de l'affection. Je n'arrête pas de dire à Walter. Ne le pousse pas trop. Il n'est pas bâti comme nous autres. Je suis resté dans le couloir. Un verre d'eau tiédissant dans ma main, et je me suis dit qu'elle le pensait gentiment. Que l'inquiétude et le dénigrement peuvent sembler identiques depuis la pièce voisine. Si l'on veut désespérément qu'il le soit. Je suis retourné dans ma chambre et je n'en ai parlé à personne, y compris à moi-même. Pendant encore 6 ans. L'histoire des examens du conseil est celle qui a mis fin à tout. Et je n'ai découvert comment elle avait été réellement racontée que 8 ans plus tard. J'ai passé mes examens en juillet après l'obtention de mon diplôme. Dans un centre de test qui sentait le nettoyant pour moquette et le café rassis. Et je suis sorti 4 heures plus tard, assez sûr d'avoir bien réussi. 3 semaines plus tard. Mon relevé de notes me plaçait dans les 3% supérieurs de ma cohorte au niveau national. J'ai appelé mon père le même après-midi, tout excité. Criant presque le chiffre au téléphone depuis le parking d'une station-service. Le moteur encore en marche. Ranata a répondu. Il est en voiture, a-t-elle dit. Je lui dirai que tu as appelé. Je l'ai cru. De la même manière qu'on croit quelqu'un dont toute la personnalité a été patiemment construite pendant 6 ans. Autour du fait d'être celui qui vous dit la vérité. Il n'a jamais rappelé. J'ai réessayé 2 jours plus tard. Elle a de nouveau répondu. Toujours elle, jamais lui. Une habitude que j'avais cessé de remettre en question. De la même manière qu'on cesse de remettre en question une boiterie qu'on a depuis si longtemps. Quelle semble simplement être votre façon de marcher. Il n'est pas encore prêt à te parler, a-t-elle dit, plus doucement cette fois. Presque gentiment. Tu l'as vraiment blessé. Tu sais. Laisse-lui un peu d'espace. Je te ferai savoir quand il sera prêt. Je n'ai découvert que lorsque je me suis tenu devant la chambre 412 que mon père avait entendu un appel téléphonique entièrement différent de celui que j'avais passé. Ranata lui a dit que j'avais échoué, que l'école m'avait discrètement demandé de partir. Que j'étais trop gêné pour les affronter, alors j'avais simplement cessé d'appeler. Elle l'a dit, m'a raconté mon père une fois, avec des larmes aux yeux, inquiète, le cœur brisé. Absolument convaincante. Il l'a cru, au cours de 8 années d'un silence qu'il pensait être le mien, car à ce moment-là, elle avait passé une décennie à s'assurer que sa confiance passait d'abord par elle. Et parce que le deuil, j'ai appris depuis, fait des gens de terribles témoins de leur propre vie. Je me suis jeté à corps perdu dans mon internat. Au lieu de chercher à prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Des semaines de 80 heures dans des salles de garde qui sentaient en permanence le café brûlé et le désinfectant pour les mains. J'ai contracté 214 000 $ de prêt sur 4 ans. Car il n'y avait plus de ligne de contribution familiale sur mes formulaires d'aide financière.
Et j'ai remboursé chaque dollar moi-même avec un salaire de résident. Un prélèvement automatique à la fois. Sur un compte dont je vérifiais le solde si obsessionnellement que mes co-résidents me taquinaient à ce sujet. Je me suis spécialisé en chirurgie générale, puis en traumatologie. Puis j'ai suivi une formation de 2 ans en chirurgie cardio-thoracique dans une ville à 4 heures de celle où j'ai grandi. Assez loin pour que rencontrer quelqu'un de mon ancienne vie devienne presque une impossibilité. Mathématiques. Le docteur Warren Foster. Le titulaire en traumatologie qui dirigeait ma rotation de 2e année, 22 ans en chirurgie traumatologique. Un homme qui gardait un lit de camp dans son bureau et l'utilisait plus que son propre lit a été la première personne de tout ce programme à remarquer que je n'ai jamais mentionné un parent décrochant le téléphone. Il n'a pas insisté. Il a juste commencé à s'assurer discrètement que j'ai le premier choix pour les gardes de vacances. Que personne d'autre ne voulait. Celle qui signifiait avoir un endroit où être, les jours où tout le monde rentrait à la maison. Tu travailles comme un homme qui essaie d'échapper à un appel téléphonique. M'a-t-il dit une fois, autour d'un café de distributeur à 2 heures du matin, sans méchanceté. Et j'ai ri sans le corriger, parce qu'il n'avait pas tort. Il a écrit la lettre de recommandation qui m'a fait entrer dans ma formation en cardio-thoracique. Sans jamais me demander d'expliquer le vide là où une famille aurait dû se trouver. Je suis devenu titulaire à 31 ans, chef de service à 36 ans. Quelque part au milieu de tout cela. J'ai arrêté de vérifier le courrier en espérant quelque chose de la maison. Car il n'y avait jamais rien de la maison à attendre. J'ai essayé de régler le problème directement une seule fois, l'hiver de ma formation. Avant de comprendre à quoi je faisais réellement face. J'ai conduit les 4 heures jusqu'à la maison sans prévenir un samedi. Je me suis garé de l'autre côté de la rue. Face à une maison que je reconnaissais encore à la fissure dans l'allée et au poteau de boîte aux lettres tordues que mon père n'avait jamais pris le temps de réparer. Et j'ai frappé avant de pouvoir me dissuader de sortir de la voiture. Ranata a ouvert la porte en tablier, de la farine sur un poignet. Quelque chose dans le four remplissant le seuil d'une odeur de cannelle pendant une seconde. Juste une seconde. Quelque chose dans son visage a semblé presque pris sur le fait, puis il s'est refermé. Prudent et chaleureux. Julian, chéri, quelle surprise. J'ai besoin de voir mon père, ai-je dit. Est-il à la maison? Il est à l'atelier, mon cœur. Les samedis sont toujours chargés à cette période de l'année. Elle l'a dit facilement, sans la moindre hésitation. Une main appuyée contre le cadre de la porte, d'une manière qui n'était pas tout à fait un blocage. Mais qui ne l'était pas tout à fait pas non plus. Derrière elle, au fond du couloir, j'ai cru entendre une télévision s'éteindre. Un petit son spécifique que je me suis dit avoir imaginé. Tu aurais dû appeler avant. Je t'aurais dit qu'il n'était pas là. Je l'ai cru. Le même réflexe que je n'avais jamais complètement perdu. Et j'ai refait les 4 heures de route le soir même. Sans m'approcher de marche chauffage et climatisation pour vérifier. J'ai pensé à cette décision plus de fois que je ne peux compter depuis. À quel point il aurait été facile de conduire 6 minutes de plus et de découvrir par moi-même. Et comment je ne l'ai pas fait? Parce qu'une partie de moi avait déjà décidé que se présenter à l'improviste, sans être le bienvenu, était le vrai crime ici, et non ce qu'elle venait de me dire à cette porte. La seule personne qui n'a jamais vraiment cru à tout cela était ma tante Elsa. La sœur aînée de ma mère, une institutrice à la retraite à 2 états de là. Qui n'aimait pas Ranata depuis la réception du mariage. Par instinct. De la même manière qu'on n'aime pas une odeur avant de pouvoir nommer ce qui est en train de pourrir. Elle m'envoyait une carte chaque année, à n'importe quelle adresse que j'avais. Retrouvée grâce à rien de plus sophistiqué que l'annuaire des anciens de mon école de médecine. Une petite écriture en boucle à l'extérieur, disant toujours, juste une petite quelque chose. Chérie, comme si cela ne nécessitait aucune autre explication. Toutes les quelques années, elle glissait une ligne comme « Ton père demande de tes nouvelles plus que tu ne le penses ». Ce que j'ai classé à l'époque comme le genre de choses qu'un parent bienveillant dit pour arranger les choses. Plutôt que quelque chose que je me suis permis de croire. Je l'ai appelé une fois, l'année où je suis devenu titulaire. Et j'ai demandé franchement si mon père avait déjà essayé de me joindre. C'est Ranata qui gère tous ces appels maintenant,
a dit Elsa prudemment. Sur un ton que j'ai compris, même alors. Comme une tentative de m'avertir de quelque chose dont elle n'avait pas encore la preuve. Elle dit que c'est à cause de sa tension artérielle. Je ne sais pas, chérie. Je n'ai jamais aimé ne pas savoir. Je lui ai dit que je comprenais et j'ai laissé la conversation se terminer là. Car la poursuivre aurait signifié admettre à quel point je voulais encore une réponse différente de celle que je soupçonnais déjà. Il y a 3 semaines. J'examinais le tableau chirurgical comme je le fais chaque matin avant les tournées. Une liste des admissions de la nuit et des signalements post-opératoires défilant sur une tablette partagée. Dans une salle de conférence sans fenêtre qui sentait le café filtre brûlé. Patient dans la chambre 412. Remplacement de la valve aortique. Fibrillation auriculaire post-opératoire. Stable mais signalé pour surveillance. Nom, Ranata Ashworth, 61 ans. Je l'ai lu 2 fois avant que cela ne fasse vraiment tilt. De la même manière qu'on lit un mot qu'on connaît déjà mais qu'on n'arrive pas à analyser pendant une seconde. Parce qu'on ne s'attendait pas à le voir là. Les règlements de l'hôpital concernant un chef de chirurgie supervisant les soins d'une personne avec qui il a un lien personnel sont plus spécifiques que la plupart des gens ne l'imagineraient. Et je les connaissais assez bien pour les réciter dans mon sommeil. De la même manière qu'on connaît tout ce qu'on a passé une carrière à s'assurer que personne ne puisse jamais vous accuser d'ignorer. Révéler la relation. La documenter par écrit. Se retirer de la prise de décision clinique directe si un titulaire non conflictuel est raisonnablement disponible. J'ai fait appeler le docteur Reginald Orberg, président de notre comité d'éthique. 24 ans de service, un homme qui portait les 3 mêmes cardigans en rotation et qui, d'après mon expérience, n'avait jamais fait paraître une décision difficile facile. Simplement parce qu'elle l'était techniquement. Avant même d'avoir fini de lire son dossier une 2e fois. Famille, a-t-il demandé de la voix sèche et prudente qu'il utilisait pour exactement ce genre de conversation. Belle-mère, ai-je dit. Nous ne nous sommes pas parlé depuis 8 ans. J'ai besoin que vous me disiez honnêtement si je devrais m'approcher de ce cas. Il n'a pas répondu tout de suite. Ce que j'avais appris en 4 ans à interpréter comme le fait qu'il réfléchissait vraiment. Au lieu de faire semblant de réfléchir. Le docteur Ozu a déjà fait la réparation de la valve, a-t-il finalement dit. Vous n'étiez pas dans ce bloc opératoire. Vous ne l'avez pas touché. Et rien dans son résultat chirurgical ne passe directement par vos mains. Administrativement. Vous êtes le chef qui signe une centaine de dossiers par semaine pour des patients que vous n'avez jamais vus. La vraie question n'est pas de savoir si vous pouvez être proche du cas. C'est de savoir si on peut vous faire confiance pour être honnête avec moi si cela change. Il m'a regardé un long moment. Le peut-on? Oui, ai-je dit, et cela m'a coûté de le dire, et c'était aussi la vérité. Simone Kowalik, du service juridique de l'hôpital, m'a guidé à travers une déclaration formelle de conflit d'intérêts cet après-midi-là. 20 ans en droit de la santé. Le genre de personne qui utilisait un code couleur pour ses propres post-it et gardait un organigramme plastifié des procédures d'escalade scotchées à l'intérieur de son tiroir de bureau. Me demandant si j'avais déjà traité Ranata Ashworth auparavant. Si je pouvais tirer un quelconque bénéfice de son état. S'il y avait une histoire entre nous qui pourrait raisonnablement être interprétée comme un motif de nuire plutôt que d'aider. J'ai répondu honnêtement à chaque question. Y compris celle qui me faisait serrer la mâchoire en sortant. Cela vous protège tous les deux, a-t-elle dit. En faisant glisser le formulaire pour une contre-signature. Si jamais quelqu'un remet en question les soins qu'elle a reçus ici. Je veux un dossier qui montre que vous avez tout fait dans les règles de l'art. Dès le premier jour. Elle m'a fait parapher 4 pages distinctes et contresigner une 5e. Reconnaissant que j'avais lu l'intégralité de la politique de l'hôpital sur le traitement des membres de la famille. Et je l'ai fait sans me plaindre, car pour une fois dans ma vie. Je voulais que chaque morceau de papier concernant cette famille existe quelque part d'officiel. Le docteur Adiz Wozu. La chirurgienne cardiothoracique qui avait effectivement réalisé le remplacement de la valve aortique 12 ans à faire exactement ce genre de réparation.
Des mains plus stables que n'importe qui d'autre avec qui je m'étais formé m'a informé du cas avec le même jargon clinique qu'elle utilisait pour chaque patient. Sans savoir au début que le nom sur le dossier signifiait autre chose pour moi qu'une signature en attente de validation. Réparation propre, bonne hémodynamique. L'arythmie est légère et se résoudra probablement avec un contrôle de la fréquence, a-t-elle dit. La cardiologie la suit de près. Rien ici qui ne m'inquiète. Je l'ai remercié sans rien expliquer. Et j'ai ressenti pour la première fois en 8 ans l'étrange vertige d'être la seule personne dans une pièce à savoir ce qu'un nom signifiait réellement. Le docteur Anouar Deschamps en cardiologie, 16 ans à gérer exactement ce genre de rythme post-opératoire, m'a donné la même mise à jour dans un langage plus technique 1 heure plus tard. Sans que je le demande. Simplement parce que les chefs de service sont inclus dans la boucle pour les cas signalés. Par pure routine. Nous surveillons son potassium et ajustons son bêta-bloquant, a-t-il dit. Si le rythme ne se stabilise pas dans les 48 heures, nous parlerons d'une cardioversion. Mais je ne pense pas que nous en aurons besoin. Camille Duarte, l'infirmière en chef de l'étage de cardiologie, 19 ans dans cette unité. Le genre d'infirmière qui se souvenait de la commande de café de chaque patient sans qu'on le lui demande. A mentionné presque en passant que le mari de la patiente était à son chevet presque à chaque heure de visite depuis son admission. Un homme charmant, a-t-elle dit. Il lui fait la lecture. Vous seriez surpris du nombre de ceux qui ne restent pas. Je ne lui ai pas dit que je savais déjà exactement à quel point il pouvait être charmant. Ou que je n'avais pas entendu sa voix depuis 8 ans non plus. J'ai aussi récupéré mon propre dossier cet après-midi-là, discrètement. De la même manière qu'on vérifie un fait qu'on sait déjà vrai. Mais qu'on a besoin de voir par écrit. Mon relevé de notes de l'examen du conseil. Toujours dans un vieux dossier cloud intitulé simplement « Examen top 3%. » Daté d'il y a 8 ans et 2 mois. Je n'en avais pas besoin pour qui que ce soit d'autre. J'en avais besoin, apparemment, pour moi. Le service des archives médicales a extrait le registre des visiteurs de la chambre 412 à ma demande. Le lendemain matin. Procédure standard chaque fois qu'un chef de service signale formellement un cas pour examen. Une feuille imprimée montrant chaque passage de badge et chaque enregistrement depuis l'admission. Horodaté à la minute près. Le nom de mon père apparaissait 11 fois en 4 jours. Celui de personne d'autre. Pas de sœur. Pas de vieil ami de la famille, aucun nom que je reconnaissais d'une enfance qui semblait. En regardant cette feuille, presque entièrement réécrite par 2 personnes qui n'étaient pas moi. J'ai plié l'imprimé en 2 et l'ai mis dans la poche de mon manteau sans l'avoir vraiment décidé. De la même manière qu'on conserve des preuves pour une affaire qu'on ne sait pas encore avouer être en train de monter. Je suis resté devant la chambre 412 plus longtemps que je ne l'admettrai jamais à quiconque à Saint Aldi. Mon badge se réchauffant là où je le faisais tourner en boucle dans mon poing sans m'en rendre compte. Camille était retournée à son poste. Le couloir avait ce silence particulier des hôpitaux. Un moniteur bipant régulièrement à 2 portes de là, la roue d'un chariot qui avait besoin d'huile. L'antiseptique ne faisant rien pour couvrir l'odeur de mauvais café. Mes mains, qui avaient été parfaitement stables à l'intérieur de 2 cœurs déjà cette semaine-là, n'arrêtaient pas de s'ouvrir et de se fermer le long de mon corps. Ma gorge s'était nouée d'une manière que je ne connaissais que dans un seul autre contexte. Les salles de consultation familiale où j'annonce des nouvelles que personne ne veut entendre. Sauf que cette fois, c'était moi qui étais sur le point de recevoir une conversation que j'avais répétée de 1000 manières différentes pendant 8 ans. Et que je n'avais jamais eue. Je me suis répété une fois de plus qu'un chef de service n'a pas besoin de faire ça. Je pouvais signer le dossier depuis mon bureau. Je pouvais laisser Wosu et Deschamps gérer le cas jusqu'à la sortie. Sans jamais laisser Anata Ashworth voir mon visage dans ce bâtiment. 8 ans à ne rien affronter avaient construit une vie dont j'étais sincèrement fier. Une femme qui m'envoyait des photos du dîner par texto. Un fils au sourire édenté qui pensait que je réparais des cœurs pour vivre. Parce que dans son esprit, c'est ce que je faisais. Je n'avais pas besoin de ça. Je me le suis répété 2 fois de plus. Ma main s'est quand même dirigée vers la porte, car apparemment,
Certaines décisions sont prises par une partie de vous qui a cessé de suivre les instructions du reste de votre être depuis bien longtemps. Elle dormait, plus petite que dans mon souvenir. La femme qui avait l'habitude de remplir chaque pièce où elle se trouvait. Réduite maintenant à une forme sous une couverture bleue. Une canule s'embuant légèrement à chaque respiration. Mon père était assis sur la chaise à côté d'elle, les cheveux entièrement gris maintenant. Des lunettes de lecture remontées sur son front. Un livre de poche ouvert face contre terre sur son genou. Il a levé les yeux quand la porte s'est refermée. « Je peux vous aider ?» a-t-il demandé. Puis quelque chose a changé. Pas tout à fait de la reconnaissance. Plutôt comme si le sol sous la reconnaissance commençait à céder. « Attendez. Je suis le chef du service de chirurgie ici, ai-je dit ? En gardant une voix égale la voix que j'utilise dans chaque couloir avec chaque famille. Parce que c'était la seule que je me sentais capable d'utiliser à ce moment-là. Je supervise son cas. Vous êtes un, il s'est arrêté, a recommencé. Vous êtes médecin. Il l'a dit comme si les mots ne collaient pas avec la phrase qu'il portait en lui depuis 8 ans. Je le suis depuis un certain temps maintenant, ai-je dit. Et j'ai pris son dossier au pied du lit au lieu de le regarder. Parce que si je le regardais une seconde de plus, je n'étais pas sûr de ce qui sortirait de moi à la place des mots. C'est à ce moment-là que les yeux de Ranata se sont ouverts, s'ajustant lentement. Se posant sur le badge accroché à ma blouse. Mon nom est plaidé dans la police que tous les titulaires portent ici. Chef du service de chirurgie en dessous, en plus petit caractère. Elle est devenue complètement, totalement immobile. L'immobilité particulière de quelqu'un qui fait un calcul très rapide. Et qui n'aime aucune des réponses. Tu lui as dit que j'avais échoué, ai-je dit doucement. Pas une accusation, juste un fait que j'étais enfin, après 8 ans, autorisé à dire à voix haute. Avec eux deux dans la pièce pour l'entendre. Tu lui as dit que j'avais raté mes examens. Je les ai réussis. Dans les 3% supérieurs de ma cohorte. Je l'ai appelé moi-même 2 fois. La semaine même où j'ai eu mes résultats. Et tu as répondu à son téléphone les 2 fois. Et tu lui as dit que ces appels n'avaient jamais eu lieu. Je l'ai regardé un moment de plus. Tu m'as toujours dit qu'il n'était pas prêt. Il s'avère qu'il était prêt depuis le début. Tu ne lui as juste jamais donné sa chance. Le livre de poche de mon père a glissé de son genou pour tomber sur le sol. Aucun de nous n'a bougé pour le ramasser. La bouche de Ranata s'est ouverte, puis s'est refermée. Quelle que soit la performance qu'elle avait passé une décennie à perfectionner et les larmes. Le cœur brisé. La voix douce et inquiète qui avait un jour donné à un garçon de 14 ans une si grande envie d'être aimé par elle n'est pas venue. Il ne restait plus rien de répété sur son visage. Juste une femme au 2e jour post-opératoire, prise au dépourvu. Sans aucune version de l'histoire qui pourrait survivre à l'homme assis à 1 mètre d'elle. Walter, a-t-elle commencé. Je peux expliquer. Non, a dit mon père, sur un ton que je ne lui avais jamais entendu en 39 ans. Pas de la colère exactement. Quelque chose en dessous de la colère. De plus vieux et de plus fatigué. Il me regardait, pas elle. Tu es marié? Tu as des enfants? Une femme, ai-je dit. Freya. Et un fils, Milo. Il a 7 ans. Il pense que je répare des cœurs. Ce qui est techniquement vrai. Et il n'a jamais rencontré son grand-père. Ce dont je ne suis pas fier, mais ce n'est pas non plus entièrement de ma faute. J'ai accroché ses instructions de sortie au tableau au bout du lit. Parce que le rythme semblait bon, la cardiologie était satisfaite. Et rien de tout cela n'avait cessé d'être vrai simplement parce que les 4 dernières minutes s'étaient produites. Votre valve aortique a l'air bien, ai-je dit à Ranata. Professionnel, par pur réflexe musculaire, le seul registre qui me restait. La cardiologie voudra un suivi dans 2 semaines. Puis je me suis tourné vers mon père et, pour la première fois en 8 ans, je me suis permis de le regarder vraiment. Vraiment le regarder. De la manière dont on regarde quelqu'un qu'on a passé une décennie à s'entraîner à ne pas avoir besoin. Je vais demander à quelqu'un d'autre de terminer ses soins à partir de maintenant. Je pense que
C'est mieux pour tout le monde. Je suis sorti avant que l'un ou l'autre ne puisse dire quoi que ce soit d'autre. Mon père m'a rattrapé dans le couloir. Le souffle court pour un homme de 68 ans qui courait autrefois des semi-marathons. S'excusant pour quelque chose de bien plus grand que ce que 30 secondes de couloir ne pourraient contenir. J'aurais dû demander à voir quelque chose, a-t-il dit. Un relevé de notes? N'importe quoi. C'est juste que le deuil te rend stupide, Julian. J'ai laissé faire. Je n'ai pas arrêté de marcher. Tu sais où est mon bureau maintenant, ai-je dit. Ni méchamment, ni chaleureusement. Juste la vérité. Tu aurais toujours pu me trouver. Puis je suis retourné à mes tournées, car quelque part au 4e étage. Un jeune de 19 ans se réveillait d'une opération à cœur ouvert. 100 personnes encore dans la salle d'attente.